Salut les microbiotes. Donc dans cette vidéo, on va se retrouver pour expliquer le microbiote, les prébiotiques, les probiotiques, les symbiotiques. Le microbiote correspond à l'ensemble des micro-organismes peuplant un microbiome. Le microbiome, c'est un ensemble de génomes de micro-organismes colonisant l'organisme d'un animal, d'un être vivant. On les considère collectivement pour une raison essentiellement pratique. Plutôt que de séquencer successivement les génomes de toutes les espèces bactériennes ou différents micro-organismes, on utilise les méthodes de la métagénomique, applicables à un écosystème complet, ce qu'on appelle aussi un holobionte. Les bactéries qui vivent en commensalisme avec le corps des animaux y jouent des rôles très importants, notamment pour la digestion et la défense contre les organismes pathogènes. On estime que les bactéries hébergées par le corps humain sont environ 10 fois plus nombreuses que ses propres cellules. L'ensemble des populations des différents micro-organismes qui composent un microbiote forment un écosystème dont on sait peu de choses et qui fait aujourd'hui l'objet d'études. Donc le microbiote humain comprend les bactéries, virus, champignons, levures, eucaryotes, archées et autres micro-organismes présents sur ou dans le corps humain. Sur la peau, le microbiote cutané, qui se nourrit de sébum et de cellules mortes. Le microbiote cutané compterait environ 1 million de bactéries par centimètre carré de peau. La bactérie de la peau, Propionibacterium acnes, est impliquée dans l'acné. Donc on voit que c'est équivalent, on peut comparer ce qui se passe dans une forêt avec des feuilles mortes, des branches mortes, des matières organiques qui vont se déposer en surface et qui vont être dégradées par toute une flore, une faune et surtout donc des micro-organismes. Dans la bouche, le microbiote bucco-dentaire. Dans les voies respiratoires, le microbiote pulmonaire. Au niveau des organes génitaux, le microbiote vaginal, avec de nombreux lactobacilles favorisant l'acidité du vagin. Dans le tube digestif, le microbiote intestinal. Donc il est bien important aussi de souligner qu'un microbiote équilibré va structurer son milieu afin de profiter à son développement, donc aux différentes espèces qui le composent, mais aussi va sculpter l'environnement afin que des pathogènes ne puissent pas s'installer. Donc il va rendre le milieu impropre à l'installation de pathogènes. Et c'est bien la défense la plus intéressante et la plus naturelle, c'est-à-dire un milieu qui n'est pas adapté, et donc on ne peut pas proliférer de pathogènes. L'équilibre de ces écosystèmes peut être altéré par la prise d'antibiotiques, par un bain de bouche antibactérien, par des savons, par l'absorption de nourriture industrielle, ultra transformée, aseptisée. Ainsi, la destruction de bactéries du microbiote peut favoriser la prolifération de la levure candida, responsable de mycoses. Beaucoup de micro-organismes du microbiote sont méconnus car difficiles à cultiver en laboratoire, d'où l'utilisation de la génomique pour identifier ces espèces. Le microbiote intestinal a été particulièrement étudié en raison du grand nombre de bactéries présentes et de leur rôle dans de nombreuses fonctions et pathologies. Le microbiote intestinal humain. Le microbiote intestinal humain compte environ 100 000 milliards de micro-organismes, soit un poids de l'ordre de 1,5 kg chez un adulte. Ce microbiote, qui est le plus important en nombre de micro-organismes, est impliqué dans la digestion. Les bactéries du microbiote peuvent réaliser la fermentation d'aliments non digestibles, fabriquer des vitamines, digérer des fibres. L'immunité. Les bactéries du microbiote participent à la fonction barrière de l'intestin en empêchant la colonisation par des espèces pathogènes. Le microbiote intestinal participe ainsi à la maturation du système immunitaire de l'individu.
Certaines pathologies. Un déséquilibre du microbiote intestinal est associé à des maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, mais aussi le diabète. La maladie de Crohn, où beaucoup se font des ablations d'intestin, ça, ce niveau de chirurgie, l'ablation, on ne peut pas revenir en arrière. Donc après, on vit avec une poche. Une poche qui va contenir nos selles. On dort avec, on marche avec. Donc ça, c'est bien la compréhension, la méconnaissance, l'ignorance de la réalité du corps humain, et donc de l'implication du microbiote, qui a malheureusement mis en avant ces techniques médicales, chirurgicales, qui ont quand même des conséquences énormes. Et quand on voit aujourd'hui des gens qui en font encore la promotion, sans rappeler qu'il y a des solutions microbiennes, tout à fait naturelles, symbiotiques, c'est dramatique. Donc les pathologies, un déséquilibre du microbiote intestinal est associé à des maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, mais aussi le diabète. Prébiotiques. Un aliment présente un effet prébiotique s'il favorise la croissance ou l'activité des bactéries intestinales, bénéfiques à notre santé. Ces aliments sont présents dans les fruits et les légumes, ainsi que dans le lait maternel. 2 prébiotiques courants sont l'inuline, que l'on trouve dans les racines de chicorée, et les fructo-oligosaccharides, présents entre autres dans l'ail, l'oignon et la banane. Ne pas confondre prébiotiques et probiotiques. Les prébiotiques ne doivent pas être confondus avec les probiotiques, qui sont des micro-organismes ayant des effets bénéfiques sur notre santé. Cependant, probiotiques et prébiotiques sont aussi associés. Les premiers apportant des micro-organismes bénéfiques et les seconds leur assurant une croissance optimale. On parle alors de symbiotique ou de symbiote. Donc probiotiques, prébiotiques, quelle différence ? Probiotiques et prébiotiques permettent de rééquilibrer le microbiote intestinal et sont souvent consommés ensemble. Ils n'ont pourtant rien à voir du point de vue biologique, les uns servant à renforcer les autres, mais aussi à les véhiculer, à les nourrir. Une dysbiose, une infection, une alimentation issue de l'industrie alimentaire, ultra transformée, stérile, la prise de médicaments antibiotiques, l'alcool ou un stress prolongé, notre microbiote intestinal. Les probiotiques et prébiotiques permettent de reconstituer un bon équilibre. Mais comment agissent-ils exactement ? Mode d'action et source des probiotiques. Les probiotiques sont des bactéries et des levures vivantes ayant un effet bénéfique pour la santé lorsqu'elles sont consommées régulièrement et en grande quantité. Ne colonisant pas l'intestin, elles cessent d'être présentes dans les jours qui suivent l'arrêt de la consommation. La prise de probiotiques vise à favoriser le développement des bonnes bactéries au détriment des mauvaises. Elles exercent ainsi plusieurs actions. Amélioration du transit intestinal, renforcement du système immunitaire, renforcement de la muqueuse intestinale, action antimicrobienne, action anticancéreuse. Les probiotiques peuvent aussi être employés pour prévenir ou traiter des diarrhées dues aux perturbations intestinales et prévenir certaines infections bactériennes. On les trouve dans les aliments fermentés, yaourt, kéfir, kombucha, choucroute, cornichons, saucissons, et bien sûr en grande quantité et dans un écosystème dans nos symbiotes, ou sous forme de compléments alimentaires, gélules ou sachets. En sachant que pour ces derniers, gélules et sachets, on sait qu'une grande partie ne seront pas aussi actifs et que chaque différence entre une poudre en gélule ou consommée directement par un aliment fermenté ou mieux en symbiote auront des conséquences et un intérêt différent. Il paraît évident que le symbiote sera le plus utile. On verra ça dans le chapitre symbiotique. Mode d'action et source des prébiotiques. Les probiotiques ne sont pas des organismes vivants, mais les nutriments servant de nourriture aux probiotiques et de véhicules aussi pour pouvoir aller jusqu'au bout des intestins. Donc, au milieu de ces fibres que les sucs gastriques ne peuvent pas détruire, les bactéries
développent des colonies qui sont hébergées donc sur certaines fibres végétales qui vont ainsi pouvoir voyager tout au long de nos intestins et donc recoloniser en profondeur. D'où l'intérêt d'associer une diversité aussi de fibres végétales. Ce qui est fait évidemment dans nos symbiotes. En ingérant des fibres prébiotiques spécifiques, on peut aussi favoriser le développement de certaines bactéries bénéfiques. On les trouve naturellement dans certains aliments tels que l'ail, l'oignon, les asperges, les artichauts, la banane, le seigle ou le blé. De nombreux compléments alimentaires contiennent à la fois des prébiotiques et des probiotiques, afin d'optimiser l'action de chacun. Un tel mélange est dit symbiotique. Alors, il est vraiment dit symbiotique dès lors qu'ils sont constitués en écosystème, et en écosystème actif. Une poudre de bactéries au contact de fibres végétales déshydratées, vous doutez bien que ça n'a pas du tout le même intérêt qu'un symbiote constitué de micro-organismes, bactéries, levures, fibres végétales naturelles, en action, pouvant se reproduire et donc évoluer. On a un écosystème qui est en train de s'éduquer, qui est en train d'évoluer dans la bouteille, à la place de quelque chose qui est figé. Deuxième, c'est les prébiotiques. Il faut faire attention. Il y a des fibres naturelles et il y a des compositions chimiques. Favoriser toujours les voies naturelles. Les méthodes artisanales, les méthodes industrielles ont montré leurs limites. Symbiotique, qui participe à une symbiose et qui la constitue. Une relation symbiotique. La définition de la relation symbiotique est une relation à long terme, quand deux espèces vivent ensemble dans le même écosystème. Il y a 5 relations symbiotiques: la commensalisme, la compétition, la mutualisme, la parasitisme et la prédation. Commensalisme. Le commensalisme est une relation symbiotique qui bénéficie d'un des organismes sans affecter l'autre. La relation entre la mousse espagnole et l'arbre est un bon exemple de commensalisme. La mousse espagnole est une épiphyte. Cela veut dire qu'il se fie à un autre organisme pour survivre. Mais il a besoin d'une structure haute. En ce cas, l'arbre, pour maintenir les nutriments en absorbant l'humidité de l'atmosphère. Cet organisme n'a pas de racines, donc il n'affecte pas l'arbre du tout. La compétition. La compétition est une relation symbiotique dans laquelle deux organismes se battent pour vivre au même endroit, ou pour la nourriture, par exemple. Un autre exemple de la compétition est quand deux cerfs qui habitent dans le même écosystème se battent pour une femelle avec laquelle l'espèce peut se reproduire. Dans ce cas, en présence de la femelle, les deux cerfs mâles se battent, la mutualisme. La mutualisme est une relation symbiotique où les deux organismes bénéficient de l'un et de l'autre. La relation entre l'abeille et la fleur en est un exemple. L'abeille aide la fleur parce qu'elle collecte le pollen de la fleur. Quand l'abeille vole d'une fleur à l'autre, un peu de pollen tombe d'elle sur une autre fleur. Ce processus s'appelle la pollinisation. En même temps, la fleur aide l'abeille parce que l'abeille utilise le pollen comme nourriture et pour préparer le miel. Le parasitisme. Le parasitisme est une relation symbiotique où un organisme qui bénéficie et un qui nuit à l'autre. Un exemple dans notre écosystème est la relation entre l'arbre et le lierre. Le lierre est une plante envahissante. Les vignes de lierre peuvent pousser très vite et haut sur les arbres. Cette plante étouffe les arbres et si elle devient trop grosse, elle peut empêcher la lumière du soleil dont l'arbre a besoin. La prédation. L'ours et le saumon ont une relation symbiotique qui s'appelle la prédation. Cette relation symbiotique est quand un organisme est plus fort, tue un autre organisme qui est plus faible pour le manger. Prédateur, proie. L'ours, le prédateur, a une bouche très grande, des dents pointues et des griffes pointues. Le saumon, la proie, est seulement un poisson et pour quelques mois remplit une rivière. L'ours ne mange pas tout le saumon. Il laisse des parties de saumon partout dans la forêt.
cela nourrit le sol parce que c'est très fertile. Donc il faut bien voir que dans ces 5 définitions, il ne faut pas avoir de jugement moral. Car il faut comprendre que chacun de ces cycles correspond littéralement à un bénéfice commun. Symbiotique, qui est relatif à la symbiose, qui vit en état de symbiose. Association, fixation symbiotique. L'algue, champignon, tissu symbiotique. Wigglesworth, 1948, signale que la punaise Rognius héberge dans son intestin des bactéries symbiotiques qui produisent des vitamines B absentes du sang. On a démontré que, grâce à la présence de végétaux symbiotiques, ces coraux récifaux contiennent en réalité 3 fois plus de matière organique végétale que de matière organique animale. Symbiotique, signification et avantages. Certains aliments sont appelés les symbiotiques. Ils agissent par définition sur le microbiote et facilitent la symbiose. Ils sont éprouvés de manière scientifique, ont des actions bénéfiques sur notre corps. Nous trouvons souvent des aliments en compagnie de probiotiques et des prébiotiques. Naturellement, un aliment fermenté aura un minimum de pouvoir symbiotique. Il est important de connaître les 3 catégories et d'apprendre à les distinguer. Car ce n'est pas qu'en les combinant correctement que vous pourrez les utiliser pour obtenir d'excellents résultats. Tout cela fait partie du style de vie basé sur le fait de manger et de se comporter de la meilleure façon possible avec son microbiote. Même lorsque vous êtes en bonne santé, pour rester aussi longtemps que possible dans une relation bénéfique avec votre symbiote. Symbiotique, signification. Les aliments symbiotiques sont fonctionnels. Ils peuvent effectuer des actions bénéfiques pour notre corps, nous permettant de rester ou de retrouver la santé. En outre, le point de vue médical, il joue également un rôle important dans le contexte plus large du bien-être psychophysique. Jusqu'ici, nous avons parlé de nourriture, mais l'adjectif de symbiotique peut aussi être associé à des médicaments ou à des suppléments. Pour être définies comme telles, elles doivent contenir des micro-organismes probiotiques vivants et viables qui agissent de manière positive sur la flore intestinale avec des résultats tangibles, traduisibles avec une augmentation de bien-être du consommateur. Ces probiotiques doivent être actifs dans la solution comme dans un écosystème. Cette définition, qui peut sembler vague, en vérité, implique une série de vérifications scientifiques sur les caractéristiques nécessaires pour être symbiotique, sur un emballage pour lui donner l'impression d'un produit plus sain. Il est important de savoir que lorsque nous recherchons des symbiotiques, les produits pharmaceutiques généralement à usage thérapeutique et enregistrés en tant que médicaments contiennent des molécules et des micro-organismes qui peuvent être génétiquement modifiés, ce que l'on appelle des MOGs. Sans compter que les prébiotiques qui y seront associés peuvent être aussi, ils ne seront pas plus efficaces que ce qu'on appelle des suppléments alimentaires. Ils conviennent très bien à ceux qui veulent retrouver la santé, la conserver ou tout simplement rester en bonne santé. Symbiotique avantages. La consommation de symbiotiques présente de nombreux avantages, qu'il s'agisse d'aliments, de suppléments ou même de médicaments. Par exemple, ils peuvent améliorer l'intolérance ou lactose tout en augmentant l'absorption de calcium, de fer et de magnésium. Avec les symbiotiques, la muqueuse intestinale est également plus sélective, ce qui implique une série d'avantages. C'est précisément pour cette action sur l'intestin que les symbiotiques ont un effet hypocholestérolémiant, immunostimulant et hypoglycybridant, et qu'ils sont également utilisés comme substance normalisant la fonction intestinale. Il est également possible de prendre des symbiotiques aussi pour se protéger de l'inflammation et des infections, toujours liées à l'intestin, et pour traiter les diarrhées résultant de l'utilisation d'antibiotiques. À ces avantages avérés s'ajoutent d'autres qui doivent être encore confirmés au niveau scientifique et médical. Symbiotiques dans les assiettes. Certains aliments contiennent des symbiotiques et sont ceux dans lesquels des micro-organismes et des substances prébiotiques sont présentes.
Certains exemples sont les aliments contenant des bifidobactères, un yaourt fait de manière traditionnelle, sans excès d'hygiénisme, dans un milieu sain, parce que c'est ça qui va importer. Préparer du lait dans un milieu sain avec des apports de microbes sains va permettre d'avoir une diversité microbienne exceptionnelle. D'une part, par les interactions et les échanges qu'ils auront pu faire ensemble, qui va les élever. D'autre part, par la diversité de molécules que composeront la solution, nommée dans ce cas-là un symbiote. Donc faites bien la différence entre un symbiote vivant en interaction, donc un symbiote actif, et un symbiote en sommeil. Dans l'association Les Microbiotes, nous produisons depuis 2015 des symbiotes vivants actifs. Nos méthodes se sont peaufinées, notre stratégie thérapeutique est aboutie. Les meilleurs symbiotiques, probiotiques et prébiotiques, sont évidemment le symbiote de chez les microbiotes. La meilleure façon d'utiliser les probiotiques et les prébiotiques aujourd'hui est de les associer correctement au sein d'un symbiote actif, afin que leurs effets soient intégrés et optimisés afin d'accroître notre bien-être. D'une part, améliorer la survie des organismes probiotiques tout en fournissant un substrat spécifique au microbiome bactérien qui y réside, donc, autrement dit, à notre microbiote.